Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur. Et aujourd'hui, Claude et moi, nous allons vous raconter la fabuleuse histoire de l'année spatiale 1975, Claude. Exactement. En fait, en début d'année, on avait bon espoir que 1975 serait une grande année spatiale. Car si tout allait bien, on allait tester à la spectaculaire mission le vol conjoint Apollo-Soyouz. Pour la première fois, on aurait accès probablement au très secret cosmodrome de Baïkonour. Puis, le 15 juillet, pour la première fois, on verrait s'envoler en direct à la télé des cosmonautes. Ce serait une première non seulement pour nous, mais même pour le peuple soviétique. Et pour les Américains, 1975, ce serait l'année du dernier vol d'une capsule Apollo, en attendant la navette spatiale, mais aussi le début d'une formidable aventure, la recherche de la vie sur la planète Mars. On espérait aussi découvrir maintes facettes du programme spatial soviétique, parce que, comme on l'a rapporté dans les épisodes précédents, celui-ci demeure toujours très opaque en cette année 1975. Comme nous l'avons relaté dans les précédents épisodes de la conquête de l'espace, les Russes mènent leur programme spatial dans le plus grand secret, cachant même des informations pourtant connues de tous. Par exemple, sur les cartes officielles de l'URSS, ils situent le cosmodrome de Baïkonour à 400 km plus à l'est qu'il ne se trouve en réalité, ce qu'on sait pourtant très bien. Et toujours ce cosmodrome demeure fermé aux étrangers, seul le général de Gaulle a eu le privilège de s'y rendre en juin 1966. Exactement. Et jusqu'à présent, tel qu'on l'a raconté dans les épisodes précédents, on ne sait pratiquement rien de ce que les cosmonautes font durant leur mission spatiale. Mais voilà qu'avec la station Salyut 4, les choses changent. Salyut 4, premier pas d'ouverture. On peut considérer que l'année spatiale 1975 a débuté le 26 décembre 1974 avec le lancement de la station spatiale Salyut 4, la 6e station soviétique lancée depuis 1971. Ça fait plus d'une par an, Claude, c'est assez effarant. Exactement. On l'a raconté dans des épisodes précédents, entre autres en 1973. Ils en ont lancé 2 à quelques mois d'intervalle. Ils cherchaient à concurrencer le Skylab américain. Effectivement, les Soviétiques tentaient toujours de damer le pion des Américains. Et maintenant, dès le départ, comme toujours, les Russes ne nous disent pas grand-chose à propos de cette opération. Tout simplement, ils nous disent que Salyut 4 a été placé sur orbite pour des essais de sa conception, pour tester ses systèmes et équipements de bord et pour une étude approfondie des opérations en conditions spatiales. Aucun mot n'est sur l'envoi probable de cosmonautes vers la station spatiale. Par ailleurs, on se demande s'il s'agit d'une station civile comme Salyut 1 ou plutôt d'une station militaire comme Salyut 3. Disons que les Soviétiques n'ont jamais admis que la station Salyut 3 était une station militaire. Les 2 premières semaines de vol de Salyut 4 se déroulent sans problème notable. Or, compte tenu de la pléthore de malheurs qui jalonnent le programme Salyut depuis ses débuts, le fonctionnement apparemment presque parfait de celle-ci est sans aucun doute un énorme soulagement pour les responsables et pour les ingénieurs. Tout va si bien que le 10 janvier, les Soviétiques y dépêchent un premier équipage à bord de Soyouz 17, composé des cosmonautes Alexei Goubarev et Georgiy Grechko. Les 2 hommes arriment leur capsule sans problème au terme d'une journée de vol. Cette fois, et contrairement aux missions précédentes, les Russes se mettent à diffuser quantité d'informations. Ainsi, on apprend que cette station abrite une gamme d'équipements et d'expériences de recherche civile, principalement dévolus à l'astrophysique, à la médecine et à la biologie. On apprend aussi une multitude de petits détails, tels que le fait que les murs de la station sont peints en vert, en jaune et en bleu, mais surtout, on nous montre l'intérieur de la station, ce qu'on n'avait pas fait lors des missions précédentes. On apprend aussi que Goubarev et Grechko reçoivent leurs instructions par l'entremise d'une imprimante, ce qui réduit considérablement la nécessité de faire des échanges radio. Il s'agit là pour l'époque d'une grande innovation. On nous apprend aussi que les débuts de la mission se sont faits sous le signe de l'humour, puisque au moment d'entrer dans la station, il y avait une affiche sur le seuil de la station qui demandait aux astronautes d'essuyer le pied avant d'entrer.
Puis au cours des semaines suivantes, la presse officielle nous livre des rapports quasi quotidiens sur ce que font les cosmonautes et sur leur état de santé. C'est ainsi qu'on apprend que les deux hommes ont été incommodés par le mal de l'espace durant les premiers jours de vol, mais que rapidement, ils se sont mis au travail. En plus de mener une foule d'études médicales sur eux-mêmes, Goubarev et Grechko consacrent leur temps à observer le Soleil à l'aide d'un télescope spécialisé. Ils scrutent également différents objets célestes ainsi que la Terre et son atmosphère. Ils observent aussi l'évolution de divers organismes vivants qu'ils ont apportés avec eux dans une serre baptisée Oasis, avec des insectes, des micro-organismes ou encore des plantes. Et grâce à cette oasis, les cosmonautes créent un mini-potager, ce qui est une première dans le domaine spatial. Ils sèment donc des graines de pois dans un sol riche en nutriments. En fin de compte, après nombre d'essais et erreurs, sur les 36 graines plantées, seules 3 vont donner des plantes viables. Les cosmonautes découvrent alors, comme le feront leurs successeurs par la suite, qu'il n'est jamais facile de jardiner en apesanteur, même si c'est là une activité auquel les astronautes et les cosmonautes attachent beaucoup d'importance parce que ça leur donne un petit peu de nature, eux qui sont enfermés dans une espèce de boîte de conserve durant des mois. C'est déjà pas facile de jardiner au sol, alors en apesanteur. C'est encore pire, c'est encore plus difficile. Ils récupèrent également l'humidité de l'air ambiant afin d'obtenir de l'eau potable. En outre, une part importante de leur mission est dévolue à la médecine spatiale. L'équipage effectue de nombreux prélèvements sanguins sur eux-mêmes pour des analyses ultérieures et passe un électrocardiogramme complet. Les deux cosmonautes disposent d'équipements cliniques pour les mesures cardiovasculaires ainsi que de combinaisons à dépression Chibis pour générer une pression négative sur la partie inférieure de leur corps. Ils réalisent également des expériences en génétique, embryologie, physiologie et biologie, impliquant des insectes, des micro-organismes, des algues, des œufs de grenouille, des tissus ou encore des plantes. Les journées sont bien remplies. Elles commencent par une demi-heure d'exercice qu'ils réalisent soit sur un vélo ergomètre ou sur un tapis roulant. Amusamment, le vélo ergomètre est fixé au plafond de la station, mais comme on est en apesanteur, ça ne fait aucune différence. Durant la journée, les cosmonautes réalisent 2 autres heures et demie d'exercice physique afin de se mettre en condition en vue de leur retour sur Terre. Ils mangent 4 fois par jour et ils dorment à point fermé, nous dit-on, mais moins longtemps que cédulé. Après une semaine d'adaptation à la pesanteur, ils prennent un rythme de vie qui constitue de 3 journées de travail et d'1 journée de repos actif. Durant cette journée de repos actif, ils font leur toilette complète, ils font le ménage de la station et ils font un peu de gymnastique au choix. On nous rapporte même que les cosmonautes montrent trop d'ardeur au travail puisqu'ils se font reprocher, entre guillemets, par les contrôleurs au sol de travailler même durant leurs jours de congé. On les invite donc à plutôt profiter de leur temps libre pour apprécier les joies de l'apesanteur et pour admirer la Terre par les hublots. Le 3 février, ils établissent un nouveau record soviétique d'endurance dans l'espace, surclassant les 3 semaines passées à bord de Salyut 1 par l'équipage de Soyouz 11. Finalement, ils reviennent sur Terre le 9 février dans des conditions météo assez complexes, nous dit-on, au terme d'un vol de 29 jours et demi. Un premier examen médical indique que Goubarev et Grechko ont bien supporté leur long séjour dans le cosmos. En fait, durant leur retour sur Terre, lorsqu'ils descendent à l'atmosphère, ils ont revêtu une combinaison spéciale qui vise à compenser l'effet de la gravité sur eux. Cette combinaison crée, lors de la rentrée dans l'atmosphère, durant la rentrée dans l'atmosphère, une pression négative dans la partie supérieure de leur corps. Ceci afin d'éviter que trop peu de sang se rende jusqu'au cerveau et pour compenser l'arrivée de la pesanteur qui fait que tout le sang a tendance à se ramasser dans les membres inférieurs. En fait, c'est le genre de petits détails qu'on apprend lors de cette mission-là, mais qu'on ne connaissait pas auparavant de ce que faisaient les cosmonautes. Préparation de la mission Apollo-Soyouz. Par ailleurs, une bonne partie du mois de février est consacrée à l'entraînement des astronautes et des cosmonautes qui se préparent à la mission Apollo-Soyouz, donc, qui doit s'amorcer le 15 juillet. C'est ainsi que les 2 cosmonautes qui doivent s'envoler et leurs 6 réservistes séjournent au centre spatial Johnson à Houston pour s'entraîner avec les 3 astronautes et leurs réservistes.
Ils réalisent 2 semaines intensives de formation qui comprend des exercices en simulateur de rendez-vous et d'arrimage de leur vaisseau et de longues séances linguistiques, des briefings sur les expériences, les imprévus et les règles de mission ainsi que la répétition des journées d'activités conjointes. Il était convenu que durant les 2 jours que les 2 équipages passeront ensemble, les conversations se feront dans la langue de celui qui écoute. C'est-à-dire que les astronautes américains vont parler russe, tandis que les cosmonautes russes vont parler anglais. Puis pour la première fois, des Russes visitent le centre spatial Kennedy où on leur présente le vaisseau Apollo, la fusée Saturne 1B et les installations de tir. Jusque-là, les Russes avaient toujours décliné les précédentes invitations que leur avaient faites les Américains de visiter cette base de lancement afin d'éviter de devoir leur rendre l'appareil à Baïkonour. Cette fois, en avril, ils rendront la politesse aux Américains qui deviendront ainsi les seconds étrangers à accéder au très secret cosmodrome russe. Simultanément, à Moscou, des journalistes américains visitent le centre de contrôle de la mission, en quelque sorte le Houston russe, qui est situé à Kaliningrad, à 60 km au nord de Moscou. À l'occasion de la mission Apollo-Soyouz, on apprend que les Soviétiques se sont dotés d'un tout nouveau centre de contrôle, c'est-à-dire une salle vraiment spacieuse, munie d'un immense écran d'affichage et de consoles alignées, quelque chose de très moderne. En fait, par son aspect général, cette salle ressemble beaucoup au centre de contrôle de Houston, mais elle est beaucoup plus spacieuse. En fait, ce qu'on constate, c'est que les Russes n'ont rien ménagé pour nous impressionner. L'anomalie du 5 avril. Le 5 avril survient un sérieux accident. Pour la première fois de l'histoire des vols spatiaux, une fusée transportant un équipage connaît une défaillance catastrophique. L'accident est d'autant plus troublant qu'il nous est rapporté que 2 jours plus tard, alors que les Russes cherchent à en dire le moins possible. Ils tentent même de le gommer en parlant de l'anomalie du 5 avril, plutôt que du vol raté de Soyouz 18. Ce jour-là, une fusée Soyouz s'envole dans le plus grand secret, emportant avec elle un équipage formé des cosmonautes Vassili Lazarev et Oleg Makarov, vers la station Salyut 4. Il s'agit des vétérans qui ont réalisé la mission Soyouz 12 en septembre 1973. Dans une courte dépêche de presse intitulée laconiquement « Rapport du centre de contrôle », l'agence de nouvelles TASS nous informe que lors de la phase finale de la 3e étape du lancement, les paramètres de vol de la fusée porteuse ont dévié des valeurs prédéterminées et, en conséquence, un dispositif automatique a donné l'ordre d'interrompre le vol et de détacher la capsule pour le retour sur Terre. La défaillance de la fusée Soyouz amène les cosmonautes à faire une longue parabole de 1670 km et qui dure 21 minutes et demie et qui les amène à se poser à l'extrémité est de l'Union soviétique, c'est-à-dire en pleine Sibérie, à quelques 320 km seulement de la frontière chinoise. C'est un détail important parce que si le Soyouz s'était opposé en Chine, cela a donné lieu à un sérieux incident diplomatique, c'est-à-dire à une intrusion non autorisée en territoire chinois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes ont toujours redouté que des cosmonautes atterrissent par inadvertance en Chine, parce que les 2 pays communistes sont pratiquement en guerre. En fait, durant les années 60 et 70, il y avait d'énormes tensions entre les 2 pays. Et si des cosmonautes s'étaient posés par inadvertance, ça aurait causé un incident diplomatique important. C'est fou quand on y pense. Et sur le coup, on n'en saura guère plus, l'anomalie du 5 avril donnant lieu à une foule de spéculations. Ce n'est que des décennies plus tard qu'on apprendra le fin mot de l'histoire. Tel que le raconte à présent Anatole Isaac, ce fut toute une mésaventure pour les 2 passagers du Soyouz. Les premières minutes du vol se déroulent normalement, comme le racontera plus tard le commandant de la mission, Vassili Lazarev. Il se rappelle pourtant avoir ressenti que quelque chose n'allait pas bien une dizaine de secondes avant la défaillance de la fusée. En fait, 5 minutes après leur décollage, alors que les cosmonautes s'attendaient à voir s'allumer le moteur du 3e étage de leur fusée, ils assistent plutôt à l'arrêt de celui-ci. Puis retentit dans leurs écouteurs le son d'une sirène et ils voient s'afficher sur le tableau de bord de leur capsule la mention « Défaillance du lanceur ». Lazarev et Makarov
ressentent alors une violente secousse et ils réalisent que leur capsule vient d'être éjectée du reste de la fusée. Ils tentent alors de contacter le centre de contrôle, mais les communications sont interrompues. Leur préoccupation première, au moment même où leur vie est en jeu, est de s'inquiéter de l'éventualité d'atterrir en Chine. Les cosmonautes sont ensuite soumis à une importante décélération, une décélération qui avoisine la dizaine de G. Une telle décélération prive leur cerveau d'oxygène, fait diminuer leur champ de vision et les mène presque à perdre conscience. Mais, comme ils s'y sont entraînés, les deux cosmonautes se mettent à crier afin d'atténuer la pression sur leur cage thoracique. Mais comme le dira plus tard Makarov, nos cris ressemblaient plutôt à des râlements, tant la pression était forte sur eux. Heureusement, graduellement, cette pression s'estompe et ils reprennent tout leur sens. Leur capsule se pose brutalement, mais indemne. Mais où sont-ils? Se demandent-ils avec inquiétude. Rapidement, ils s'ouvrent les coutilles de leur capsule et s'en extirpent. Lazarov et Makarov constatent alors qu'ils se trouvent sur le flanc d'une montagne recouverte par 1,5 mètre de neige, dans des conditions hivernales rigoureuses et alors que le mercure se maintient dans les moins 20 degrés. Leur capsule gît même au bord d'un gouffre. Elle n'a pas dévalé la pente, heureusement, parce que le parachute de celle-ci s'est emmêlé dans les arbres. Heureusement pour eux, parce que ça aurait pu être une chute fatale. Immédiatement, les deux hommes allument un feu pour se réchauffer, mais aussi pour signaler leur présence. Malheureusement, les conditions météo sont trop mauvaises pour qu'une équipe parvienne à les récupérer immédiatement. Ces conditions, en fait, sont si difficiles que Lazarev, qui est lui-même un instructeur parachutiste, s'oppose à toute tentative. Il dit « Personne ne parviendra jusqu'à nous aujourd'hui, quelqu'un pourrait même périr. Nous survivrons tant bien que mal durant la nuit, alors que demain matin, ce sera plus facile de monter à bord d'un hélicoptère. » Les deux hommes passent donc la nuit dans des conditions précaires. Tout au long de celle-ci, des hélicoptères circulent au-dessus d'eux, montant la garde. Ils surveillent ainsi le feu des cosmonautes et sont régulièrement en communication avec eux. Le lendemain matin, la récupération au moyen d'hélicoptères s'avère impossible. On décide donc de dépêcher une équipe qui tentera de les rejoindre en ski. Toutefois, cette expédition passe près de périr lorsqu'une avalanche les ensevelit. Heureusement, une autre équipe parvient à les secourir. Finalement, après plusieurs autres tentatives, un hélicoptère parvient à récupérer Lazarev et Makarov. Mais tout cela, on n'en saura rien à l'époque, car d'après l'agence de Nouvelles Tasses, la récupération des cosmonautes s'est faite sans problème. Officiellement, les deux hommes sont tout bonnement rentrés à Moscou. Tasse nous précise qu'ils se portent bien et qu'ils ont été récupérés par une équipe de sauvetage en Sibérie. Néanmoins, l'anomalie du 5 avril ne passe pas inaperçue aux États-Unis alors qu'on n'en est qu'à 3 mois du vol Apollo-Soyouz. Devant la multitude d'accidents et d'incidents qui écueillent le programme Salyut, les Américains s'inquiètent et pour cause. N'est-il pas risqué d'entreprendre une mission conjointe, se demande-t-on de plus en plus. C'est particulièrement le cas du sénateur William Proxmire, qui pourfend depuis toujours tous les projets de la NASA. Celui-ci demande à la CIA d'évaluer la sécurité des vols spatiaux soviétiques. De déclarer Proxmire, l'échec du lancement d'un autre vaisseau spatial soviétique samedi dernier renforce ma profonde inquiétude quant aux dangers que pourraient courir nos astronautes. L'histoire du programme spatial soviétique témoigne d'un manque flagrant de cohésion. Chaque fois qu'un grave problème est résolu, un autre surgit. Les Soviétiques tentent pourtant de rassurer la NASA en indiquant que la fusée qui a lancé les cosmonautes le 5 avril était un ancien modèle, alors que celle qui lancera les cosmonautes de la mission Apollo sera du dernier cri. Curieux tout de même, se dit-on, qu'on ne confie pas la vie des cosmonautes au meilleur lancement disponible. Néanmoins, ces explications satisfassent les responsables américains. En outre, les Soviétiques reprennent rapidement le tir des fusées Soyouz. Dès le 14 avril, l'une d'elles expédie un satellite de communication Molnia, puis une autre un satellite espion Cosmos 2 jours plus tard, suivi d'une autre le 18 avril,
puis deux autres les 24 et 29 avril, et etc. Voilà qui étonne car aux États-Unis, lorsqu'une fusée connaît une défaillance, elle demeure clouée au sol durant des mois, le temps de compléter une enquête minutieuse. Et pour leur part, fin avril, les 3 astronautes de la mission Apollo-Soyouz partent s'entraîner à la Cité des Étoiles, le Houston soviétique, en banlieue de Moscou. Sur place, ils se disent nullement inquiets par l'éventualité d'un accident. Pour eux, des accidents sont toujours possibles et c'est justement pourquoi ils s'entraînent à faire face à toute éventualité. En particulier, Dick Slayton déclare « Je pense que personne ne devrait s'inquiéter à ce sujet et certainement pas nous ». Il précise aussi que si un accident de lancement devait survenir le 15 juillet, les Russes lanceraient une seconde fusée peu après. Pour nous, ce ne serait qu'un retard, conclut-il. Et puis, dans le plus grand secret, les 3 astronautes et leur entourage se rendent visiter le cosmonaume de Baïkonour. Il s'agit des premiers Américains à visiter cette très secrète base spatiale. Notons que leur arrivée se fait de nuit afin d'éviter que par les hublots de leur avion, ils voient l'ensemble des installations de Baïkonour. Évidemment, aucun journaliste n'est autorisé à les accompagner et les visiteurs sont sommés de n'emporter aucune caméra avec eux. Seconde occupation de Salyut 4. Le 24 mai, les Soviétiques surprennent tout le monde en lançant un nouvel équipage vers Salyut 4. Piotr Klimuk et Vitali Sevastianov s'envolent à bord du vaisseau Soyouz 18 et s'arriment à la station le lendemain. Pour la première fois, un second équipage russe s'installe dans une station orbitale. L'occupation de Salyut 4, à 7 semaines seulement de la mission Apollo-Soyouz, inquiète et dérange les Américains. Ceux-ci s'étonnent que les Soviétiques entreprennent une mission de longue durée, une opération toujours assez complexe et qui révèle souvent certaines surprises, juste avant d'entamer la très délicate mission Apollo-Soyouz. Et si les cosmonautes du Soyouz 18 devaient rester plus de 2 mois à bord de la station spatiale, ce qu'on soupçonne, est-ce à dire que les Soviétiques vont mener en parallèle 2 opérations d'envergure? Or, compte tenu des déboires qu'ils ont connus au cours des dernières années, n'est-ce pas là faire preuve de beaucoup d'ambition? Toujours est-il que la vie à bord de la station se déroule en grande partie comme prévu, démontrant enfin la maturité des opérations en station soviétique. Comme le premier équipage, Klimuk et Sevastianov poursuivent le vaste programme de recherche scientifique portant sur la médecine, la biologie et l'observation de la Terre, du Soleil et de l'univers. En particulier, les 2 hommes se passionnent pour la culture dans la serre Oasis, tirant profit de l'expérience de leurs prédécesseurs. En plus des graines de pois qu'ils sèment, ils cultivent de petits oignons qui, à la surprise des spécialistes au sol, produisent de belles pousses. C'est avec enthousiasme que l'équipage se consacre à leur programme d'observation. Ils réalisent entre autres diverses observations de la Terre et de l'atmosphère. Ils photographient entre autres l'Ukraine, la région de la Volga, le Kazakhstan, l'Asie centrale, à des fins, nous dit-on, économiques et scientifiques. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'à l'époque, l'Ukraine fait partie de l'Union soviétique. Il photographie également des formations nuageuses à très haute altitude, c'est-à-dire un type de nuage qu'on observe rarement. Et dans le cadre de leur recherche biologique, ils étudient aussi l'évolution des mouches à fruits. Comme on sait, les mouches à fruits se multiplient très rapidement, donc en apesanteur, surtout durant une mission de longue durée, on peut observer plusieurs générations de mouches se succédant les unes aux autres. Une expérience militaire dont on apprendra l'existence des décennies plus tard consistait à tester la capacité des cosmonautes à repérer les tirs de missiles. On apprendra aussi que Klimuk et Sevastianov, souvent vus s'amusant et riant à bord de la station, ont failli se disputer à propos d'une boisson énergisante alcoolisée qu'on leur avait fournie. Or, malgré qu'ils se soient entendus pour se partager le précieux breuvage tout au long de l'envolée, ils constatent que celui-ci avait presque complètement disparu assez tôt durant leur séjour. Se soupçonnant donc l'un et l'autre d'avoir triché, ils finissent par réaliser que le breuvage s'était plutôt évaporé à travers le récipient mal scellé. Et tout compte fait, leur mission se déroule si bien que les cosmonautes se voient octroyer un 35 jours de vol additionnel. Le retour est envisagé pour le 26 juillet, c'est-à-dire après la mission Apollo-Soyouz. Entre-temps, à Baïkonour et à Cap Canaveral, on se prépare activement au lancement des capsules Soyouz et Apollo, lancement prévu pour le 15 juillet.
On vit à l'époque un véritable suspense vraiment intéressant à suivre. Prélude à la mission Apollo-Soyouz. Le 4 juin, la CIA rend compte au Congrès, durant une séance à huis clos, de son évaluation des risques que pourraient encourir les astronautes qui prendront part au vol conjoint américano-soviétique. En résumé, l'agence de renseignement estime que, bien que les soviétiques aient connu de nombreux déboires au cours de leurs dernières envolées spatiales, les chances de réussite de la mission Apollo-Soyouz sont bonnes. Elle remarque que les soviétiques n'ont pas rencontré de graves difficultés une fois parvenus dans l'espace, alors que les échecs qu'ils ont subis sont survenus à des étapes de vol qui ne mettraient pas en danger les astronautes américains si elles devaient se produire. Enfin, la CIA constate que les préparatifs du côté russe sont plus détaillés et minutieux pour la mission Apollo-Soyouz que pour les missions précédentes. Néanmoins, le sénateur Proxmire, qui avait commandé à la CIA la fameuse analyse, déclare n'avoir rien entendu qui puisse le faire changer d'idée quant aux risques que pourraient encourir les astronautes américains. De déclarer Proxmire: « Je suis très préoccupé par les risques courus par nos astronautes. Les dangers sont vraiment considérables. » Mais comme le remarque un observateur, ces propos ne font que confirmer l'opposition systématique que Proxmire émet à l'endroit de tous les projets de la NASA. Proxmire, là, un jour on en parlera peut-être, ça a vraiment toujours été l'ennemi de la NASA. D'ailleurs, dans une ultime tentative pour faire dérailler la mission, Proxmire demande à la NASA de reporter le vol jusqu'après le retour sur Terre des cosmonautes de Salyut 4. Il prétend que l'URSS n'a pas les capacités de mener simultanément 2 opérations habitées, surtout si l'une d'elles devait connaître des difficultés. Or, la NASA rejette cette requête en faisant valoir que les soviétiques disposent de 2 centres de contrôle distincts, l'un gérant l'opération Salyut 4 et l'autre la mission Apollo-Soyouz. Il aurait fallu 3 années d'intense labeur pour préparer la mission dite ASTP pour Apollo-Soyouz Test Project. Les défis étaient en effet de taille. Dans un premier temps, les 2 ennemis d'hier devaient apprendre à se faire confiance, à partager nombre de secrets sans trop en dire. Mais comment faire confiance à l'autre alors qu'on a prétendu le contraire durant des décennies? Ensuite, il y avait la barrière de la langue. Côté américain, pas facile de maîtriser le russe, surtout à parvenir à se comprendre parfaitement dans un domaine de haute technologie où toute erreur d'interprétation pourrait être fatale. C'était d'autant plus complexe que chacun a sa propre façon de voir les choses. Des façons de voir qui peuvent paraître parfois bizarres pour l'autre, pour ne pas dire totalement incompréhensibles. De surcroît, les 2 capsules qui se rencontreront ne sont vraiment pas compatibles. Entre autres, les astronautes d'Apollo évoluent dans une atmosphère d'oxygène pur sous une pression équivalente à 1/3 de la surface terrestre. De leur côté, les cosmonautes du Soyouz voyagent dans de l'air et sous une pression identique à ce que l'on retrouve sur Terre. Par conséquent, il a fallu concevoir un SAS, un module auquel seront arrimés de part et d'autre les 2 vaisseaux. Pour passer de l'un à l'autre, il faudra que soient fermées les écoutilles des 2 capsules, puis prendre le temps d'adapter l'atmosphère du SAS avant d'accéder à l'une des 2 capsules. Résultat, chaque passage nécessitera des heures d'adaptation de l'atmosphère. Et puisqu'au moins une écoutille entre les 2 vaisseaux doit toujours être tenue fermée, pas question que les 2 équipages se retrouvent dans une même capsule. Un astronaute restera toujours dans Apollo et un cosmonaute dans le Soyouz. Pour toutes ces raisons, et pour plusieurs autres, la mission Apollo-Soyouz fait l'objet d'une minutieuse planification et d'une chorégraphie établie à la minute près. Les 2 vaisseaux s'envoleront à 7h30 d'intervalle, le Soyouz s'envolant le premier. Si tout va bien, ils s'arrimeront 2 jours plus tard, alors que ce sera Apollo qui réalisera l'essentiel des manœuvres d'approche. Les équipages passeront 2 jours ensemble, se visitant à tour de rôle. Le Soyouz viendra se poser sur Terre après 6 jours dans les plaines du Kazakhstan, tandis qu'Apollo demeurera dans l'espace durant 9 jours avant d'amérir dans le Pacifique. Et une petite question qui me vient comme ça, Claude, le module d'adaptation entre les 2 vaisseaux, il était envoyé par qui du coup? Il était transporté par la fusée américaine. Il était dans un peu... la fusée américaine, c'est une Saturn 1B. Si on passe au projet Apollo, il y avait la capsule et derrière la capsule, il y avait un contenant dans lequel il y avait le module lunaire. On a mis le module de SAS exactement à la place d'un module lunaire
Et rendu dans l'espace, Apollo a recueilli le module lunaire, l'a mis au bout de son nez à la fin, et après ça, Soyouz s'est arrivé à ce module-là. C'était donc transporté par la fusée Saturne V et conçu aux États-Unis. Le vol conjoint. C'est ainsi que mardi matin, le 15 juillet, nous sommes rivés à nos petits écrans télé afin de voir s'envoler une fusée Soyouz dès 8h20. Ce décollage diffère de celui des fusées américaines. Sur sa plateforme de tir, la Soyouz est suspendue dans le vide, tenue par la taille par 4 bras mécaniques. Au décollage, il y a 5 moteurs fusée qui s'allument en même temps. Et lorsque ces moteurs atteignent leur pleine puissance, la fusée s'élève alors que les bras mécaniques basculent vers l'extérieur. Voilà qui donne l'impression que la fusée décolle des pétales d'une fleur. Puis, après 2 minutes de vol, les 4 fusées d'appoint se séparent de l'étage principal. Aujourd'hui, là, c'est une scène courante. Hein, vous l'avez sûrement vu souvent, la séparation des fusées à poudre à peu près 2 minutes de vol et la poursuite du vol. Mais nous, là, c'était la première fois qu'on le voyait à la télévision. Parce que ce sont les Soviétiques qui ont développé cette façon de lancer des fusées, donc de doter des fusées de fusées d'appoint. Et c'est la formule que maintenant tout le monde utilise. Mais les Russes sont les précurseurs et c'était la première fois, le 15 juillet, qu'on voyait cette opération-là, qui est aujourd'hui courante. Est-ce que tu étais toi-même devant l'écran à ce moment-là? Absolument, absolument. Et c'est drôle parce que je travaillais, j'avais un travail d'été à ce moment-là, j'étais aux études et j'ai laissé mon emploi cette journée-là aux grandes dames de mon employeur. J'ai dit, il y a des choses plus importantes dans la vie que le travail. Et c'était vraiment un événement de voir un Soyouz à la télévision? Absolument, c'était un événement parce qu'on avait à peu près jamais vu le lancement de Soyouz en film, en différé. Et là, c'était la première fois qu'on le voyait en direct. Et non seulement c'était la première fois pour nous, mais c'était la première fois pour les Russes aussi qui voyaient leurs cosmonautes partir en direct à la télé. C'était un événement historique. Et quelques heures plus tard, j'ai vu Apollo s'envoler, comme j'ai vu tous les autres Apollo s'envoler. C'est ainsi que la mise sur orbite des cosmonautes Alexei Leonov et Valery Kubassov à bord du Soyouz 19 s'effectue sans problème. 7h30 plus tard, la capsule Apollo transportant Tom Stafford, Dick Slayton et Vance Brand s'envole de Cape Canaveral. Comme toujours, le lancement des astronautes est diffusé en direct à la télé, mais c'était la première fois qu'on en voyait donc 2 le même jour, Claude. Exactement. Et donc, les 2 vaisseaux se sont trouvés dans l'espace tel que prévu, alors que Apollo entreprenait sa chasse de 2 jours pour rejoindre Soyouz. Jeudi matin, peu avant 9h, les astronautes établissent un premier contact radio avec les cosmonautes. « Bonjour Soyouz, ici Apollo », déclare Tom Stafford en russe. Et Valery Kubassov de lui répondre en anglais « Bonjour à tous ». Les vaisseaux s'arriment peu après-midi, avec 6 minutes d'avance sur l'horaire établi. L'accostage a lieu au-dessus de l'Atlantique et non pas au-dessus de l'Allemagne comme prévu. On avait ainsi un symbole fort puisqu'à l'époque, l'Allemagne est divisée entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest et sous occupation russe et occidentale respectivement. Pour nous, c'est l'occasion de voir pour la première fois un Soyouz en vol. Soyouz et Apollo viennent de se donner la main, de lancer un des cosmonautes peu après la première image. Et ensuite, Leonov ajoute « Très bien joué, Tom. On a hâte de vous serrer la main. » Par la suite, Tom Stafford et Dick Slayton passent dans le sas, refermant soigneusement derrière eux les écoutilles d'Apollo. Ils convertissent alors l'atmosphère d'oxygène pur à 1/3 de pression en atmosphère normale. Puis de part et d'autre, Leonov et Stafford ouvrent les écoutilles donnant accès au Soyouz. Les 2 hommes se donnent alors l'accolade, un geste symbolique qui exprime la volonté des 2 nations à coopérer dans l'exploration de l'espace. « Heureux de vous revoir », déclare Stafford à Leonov. « Très très heureux de vous revoir », lui répond celui-ci. Et toujours chacun dans la langue de l'autre. Stafford offre au commandant du Soyouz 5 petits drapeaux pour son gouvernement et pour le peuple soviétique, dit-il. Leonov offre à son tour aussi des petits drapeaux et d'autres objets commémoratifs. Les 2 hommes signent ensuite des certificats officialisant leur rencontre. De son côté, Leonov, qui est par ailleurs un artiste peintre accompli, offre à Stafford un croquis montrant les 3 astronautes à cheval sur leur capsule Apollo. Croquis que nous allons reproduire dans le fascicule qui accompagne ce balado.
Dans le cadre de ces cérémonies, Léonid Brejnev, le leader soviétique, déclare « On peut dire que Soyouz et Apollo constituent le prototype des futures stations spatiales ». Pour sa part, le président Gerald Ford observe « Il nous a fallu de nombreuses années pour paver la voie à une coopération spatiale fructueuse entre nos deux pays, et je suis convaincu que le jour n'est pas loin où des missions spatiales conjointes seront quasiment monnaie courante. » Et Leonov répond « Monsieur le Président, je suis certain que notre vol conjoint marquera le début d'une future coopération spatiale entre nos pays. » Pour sa part, Viktor Blagov, l'un des responsables du vol Apollo-Soyouz, s'attend à ce que les deux pays effectuent des vols de navettes vers des stations orbitales. Nos prochains projets de coopération seront axés sur la navette et sur Salyut, dit-il. Hélas, personne ne soupçonne à l'époque qu'il s'écoulera 2 décennies avant que ces espoirs ne se concrétisent. Ils avaient raison, mais c'est vrai que des fois, dans l'espace, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. C'est ça. Entre-temps, il est arrivé Ronald Reagan et tout ce qui est arrivé par la suite. Donc, on ne pensait pas à l'époque. On pensait qu'après Apollo-Soyouz, il y aurait d'autres missions très rapidement. Et il s'est écoulé 20 ans. Comme quoi, des fois, dans la vie, les choses prennent beaucoup plus de temps à accomplir que ce qu'on imagine. C'est vrai dans nos vies personnelles comme dans le domaine spatial et ailleurs. Après 4 heures passées à bord du Soyouz, dont le temps de prendre un léger repas, les astronautes s'en retournent dans leur capsule Apollo en scellant soigneusement les écoutilles derrière eux. Et le lendemain, après une nuit de repos, les différents membres d'équipage se visitent à tour de rôle, s'astreignant chaque fois au délicat processus d'ajustement des atmosphères. C'est l'occasion pour Kubasov de nous faire visiter sa capsule Soyouz. Pour la première fois, nous voyons clairement l'intérieur d'une capsule russe. De son côté, Vance Brand offre au public russe un tour guidé d'Apollo avec commentaires dans leur langue. En conférence de presse, Leonov se fait demander s'il a apprécié les mets en sachet que lui ont offerts les astronautes américains. En bon diplomate, il répond « La meilleure partie d'un repas n'est pas ce qu'on mange, mais avec qui on mange. » Une phrase qui passera à l'histoire. Et finalement, on assiste à une dernière poignée de main vendredi, peu avant 17h. J'ai la certitude que nous avons ouvert une nouvelle ère, déclare Vance Brand. Notre prochaine rencontre se fera sur Terre. Et Valérie Kubasov d'ajouter « Nous avons prouvé que nous pouvons travailler ensemble, que nous pouvons coopérer dans l'espace. » Le lendemain matin, les 2 vaisseaux procèdent à une expérience inédite, la création d'une éclipse solaire artificielle. En un point donné de l'orbite, la capsule Apollo se place exactement entre le Soleil et Soyouz. Elle cache ainsi le Soleil. Les cosmonautes observent alors une éclipse et comme cela se produit sur Terre, ils observent avec beaucoup d'intérêt l'atmosphère qui entoure le Soleil, la fameuse couronne solaire qui devient visible et que nous, par exemple, nous avons eu l'occasion de voir le 4 avril de l'année précédente et que vous aurez l'occasion de voir en Europe au mois d'août prochain, en Espagne. Manquez pas ça. Et 30 minutes plus tard, Soyouz procède à un test d'arrimage avant que les 2 vaisseaux ne se séparent pour de bon. Les équipages auront ainsi passé 51 heures en vol conjoint comme prévu, et le tout s'est parfaitement déroulé. Mission accomplie, lance en anglais Leonov. Stafford répond quant à lui en russe, Korosho, c'est-à-dire OK. Par la suite, les 2 cosmonautes passent une 30aine d'heures dans l'espace avant de revenir se poser au Kazakhstan. C'est l'occasion pour nous, comme pour le public russe, d'assister à l'atterrissage d'une capsule Soyouz. Effectivement, c'était même la première fois qu'on voyait se poser un vaisseau sur la terre ferme, parce que les capsules Apollo, ou Gemini ou Mercury avant, se posent toujours en mer. La capsule Soyouz, on a donc vu qu'elle descendait doucement sous un parachute, puis, littéralement 1 seconde avant de toucher le sol, des rétrofusées s'allument pour amortir l'impact. Soyouz se pose donc dans un immense nuage de poussière. Et puis, assez rapidement, des équipes au sol se rendent à la capsule, ouvrent les coutilles et extirpent les cosmonautes. Tout s'est très bien passé. Pour leur part, les astronautes réalisent 5 autres jours de vol, le temps de mener une foule d'expériences, certaines portant sur l'étude des matériaux en apesanteur, ainsi que des observations astronomiques et de la Terre. Il s'agit pour les Américains de leur dernier vol habité avant l'entrée en service de la navette prévue pour 1978, la NASA souhaitant donc en tirer profit au maximum. Ce dernier amérissage d'une capsule Apollo se déroule en apparence sans problème. Toutefois, on apprendra quelque temps plus tard que les astronautes ont failli s'asphyxier.
C'est-à-dire que durant la rentrée dans l'atmosphère, une petite quantité de tétroxyde d'azote en provenance des moteurs fusées qui stabilisent la capsule est entrée à l'intérieur de la cabine. Les astronautes ont immédiatement enfilé des masques à oxygène et activé le système de ventilation. Malgré tout, ils ont été légèrement incommodés par ce gaz hautement toxique. Résultat, les cérémonies d'accueil à bord du navire venu les récupérer ont été annulées. L'équipage a été assez rapidement conduit à l'infirmerie, puis placé sous observation dans un hôpital d'Hawaï, le temps de voir s'il y avait eu quelque chose, le temps de les observer de façon médicale. Mais au bout du compte, rien de grave ne leur était arrivé, sinon qu'ils avaient un peu été incommodés par ce gaz hautement toxique. Pendant ce temps, à bord de la station Salyut 4, les deux cosmonautes Piotr Klimuk et Vitaly Sevastyanov complètent leur séjour de longue durée. Durant le vol conjoint, les deux équipages russes ont eu l'occasion d'échanger quelques fois par radio. Les occupants de Salyut 4 arrivent donc au terme de leur mission. Le 20 juillet, ils entreprennent donc de ranger la station, de préparer tous les échantillons et les résultats scientifiques qu'ils doivent rapporter sur Terre. Ils se préparent en outre à se remettre en condition pour le retour sur Terre, c'est-à-dire en ingurgitant le plus possible de liquide afin de compenser les effets de la gravité lorsqu'ils vont revenir sur Terre. Puis ils éteignent progressivement tous les systèmes de bord de la station spatiale. Le retour sur Terre dans Soyouz 18 s'effectue sans problème le 26 juillet, à l'image du Soyouz 19 5 jours plus tôt. On ne verra cependant pas leur atterrissage, les Russes reprenant vite leurs habitudes de secret. Les deux hommes complètent ainsi un séjour de 63 jours, la plus longue mission spatiale soviétique, alors que le record appartient au troisième équipage du Skylab, avec 84 jours. Au sortir de leur capsule, Klimuk et Sevastyanov marchent sans difficulté, démontrant par le fait même que les mesures prises pour assurer leur retour au terme d'un long séjour en apesanteur sont au point. Et enfin, le 17 novembre, les Soviétiques procèdent à une autre opération reliée à leur programme Salyut en lançant à vide Soyouz 20. Comme toujours, les Soviétiques ne nous disent pas grand-chose au sujet de cette mission, si ce n'est qu'elle s'arrime automatiquement à la station Salyut 4. En fait, ce n'est que 2 ans plus tard qu'on réalisait que les Soviétiques venaient de faire l'essai d'une version cargo de leur capsule Soyouz, version qu'ils appelleront Progress. C'est donc dire que, sans nous le dire, les Soviétiques préparaient déjà la 2e génération de stations orbitales. Des Vikings à la conquête de Mars. La mission Apollo-Soyouz à peine terminée, notre attention se tourne vers le début de la grande aventure des sondes Viking, dont les lancements sont prévus pour les 11 et 21 août. Tel que raconté dans les épisodes précédents de la conquête de l'espace, jusqu'à présent, seules 4 sondes ont exploré l'intrigante planète rouge. 3 marineurs l'ont d'abord survolée en 1965 et en 1969, nous envoyant quelques dizaines de photos qui montraient un astre qui ressemblait davantage à la Lune, semant ici la consternation. Puis, en novembre 1971, la sonde Mariner 9 se place en orbite autour de Mars, l'auscultant durant une année. Cette sonde nous a révélé un monde absolument fascinant. Une planète sur laquelle on retrouve d'une part le plus gigantesque volcan du système solaire, le bien nommé Mont Olympe, et le plus vaste canyon Valles Marineris. Mais surtout, cette sonde a recueilli quantité de photos qui nous montrent une surface qui semble avoir été sculptée par l'eau. Voilà qui donne à penser que l'eau aurait coulé à flot sur le sol martien, ce à quoi personne ne s'attendait. Voici donc que la NASA se prépare à lancer 2 duos de sondes, chaque Viking étant constitué d'une sonde orbitale, semblable à Mariner 9, et d'un atterrisseur muni de caméras et d'un vaste éventail d'instruments scientifiques. Si tout va bien, on devrait enfin découvrir des paysages martiens. Qui plus est, ces atterrisseurs sont munis d'un astucieux laboratoire biologique qui devrait nous permettre de détecter s'il y a de la vie microbienne. Il s'agira de voir si d'éventuels micro-organismes martiens prospèrent dans un sol enrichi et humide placé dans un incubateur. Voilà qui fait rêver, hein? Parce que ce sera la première fois
qu'on cherchera à détecter la présence d'une vie extraterrestre. C'est une aventure formidable qui s'amorce. Toutefois, il nous faudrait être patient, car si tout va bien, la première des 2 sondes Viking se posera sur la planète Mars le 4 juillet 1976 et la seconde en septembre. Voilà qui nous promet un bel été prochain. Et comme nous le rappelle l'actualité aussi, Claude, oui, on trouve des traces, mais on n'est pas sûr, ça nous avance pas tellement. Tant qu'on n'a pas récupéré les échantillons de sol martien, là on l'a vu, Persévérance a encore trouvé des traces très intéressantes, mais tant qu'on n'aura pas récupéré les échantillons, on ne pourra pas vraiment en être sûr. Hein. C'est encore le cas des années et des années après. En fait, c'est le cas 50 ans plus tard. Hein. On pensait à l'époque que peut-être que Viking répondrait à la fameuse question « Y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars? » Et 50 ans plus tard, on attend toujours la réponse. Faut être patient dans la vie. Et toutefois, donc, comme il arrive souvent, les choses ne sont jamais faciles en matière d'exploration de l'espace. Ainsi, les responsables de la mission Viking ne disposent que d'une fenêtre d'1 mois seulement à partir du 10 août pour lancer les 2 sondes alors que la Terre et Mars sont alignés correctement. Or, mon cher Claude, il s'en est fallu de peu pour que les Vikings ne s'envolent tout simplement pas. Exactement. Le 10 août, la première tentative de lancement est annulée à cause d'un problème détecté sur la fusée porteuse. Le lancement est reporté au 14. Mais juste avant, la veille, on découvre un nouveau problème, mais là, un problème sérieux détecté sur les piles de la sonde Viking. En conséquence, les techniciens doivent désinstaller Viking, qui est au sommet de la fusée, pour la ramener dans les ateliers de préparation afin d'être réparée. Voilà qui demandera quelques semaines. On ne dispose pas beaucoup de temps. En conséquence, la seconde sonde prend sa place pour un lancement prévu le 20 août. Mais heureusement, ce jour-là, celle-ci s'envole sans problème. Par contre, la seconde Viking connaît de nouvelles difficultés, de sorte que son lancement est décalé du 1er au 9 septembre. Exactement. Et ce jour-là, elle s'envole et on était presque à la fin de la fenêtre martienne. Mais, heureusement, une fois en vol, les 2 sondes n'éprouvent aucun problème digne de mention. Rendez-vous sur Mars en juin 1976. Et si le lancement aurait dû être encore décalé, il aurait fallu attendre 28 mois supplémentaires, c'est ça? Exactement. 26 mois supplémentaires parce que la fenêtre s'ouvre à tous les 26 mois. Encore là, il faut être patient dans la vie. C'est ça n'aurait pas été une catastrophe, mais c'était quand même 2 ans de plus. C'est ça. Et on pourrait rajouter que les sondes devaient à l'origine être lancées en 73. Elles n'étaient pas prêtes en 73, donc on les reportait en 75. Et là, pour peu, on les aurait reportés à 1977 ou 1978. L'ultime triomphe soviétique. Entre-temps, les 8 et 14 juin, les soviétiques lancent 2 sondes conçues pour explorer la planète Vénus. Comme toujours, les soviétiques sont peu loquaces. TASS nous dit simplement: l'objectif principal des missions Venera 9 et 10 est de poursuivre la recherche scientifique sur la planète Vénus et l'espace environnant. L'agence de nouvelles précise aussi que durant le vol Terre-Vénus, ces sondes vont étudier les caractéristiques physiques de l'environnement interplanétaire, notamment les champs magnétiques, le vent solaire et le rayonnement ultraviolet. Mais pas d'un mot n'est dit sur la possibilité que ces sondes pourraient tenter de se poser sur la planète Vénus. TASS ajoute simplement qu'il s'agit d'un nouveau type de sonde sans préciser en quoi elles sont différentes des précédentes. Avec les conditions infernales qui règnent sur Vénus, je vous rappelle une pression atmosphérique 100 fois supérieure à celle que l'on connaît sur Terre et un mercure qui grimpe jusqu'à 490 degrés Celsius, on imagine que ces Vénéras sont plus aptes à résister que leurs prédécesseurs Vénéra 7 et 8, qui en décembre 1970 et en juillet 1972 sont parvenus à survivre respectivement 23 et 50 minutes dans l'enfer vénusien. Il nous faut cependant attendre jusqu'en octobre pour voir ce qui se passera aux abords de Vénus. Or, le 22 octobre, comme on s'y attendait, la sonde Venera 9 largue une capsule qui traverse l'atmosphère de Vénus et qui finit par parvenir jusqu'au sol. Une fois posée, durant 51 minutes, elle transmet des données sur l'environnement vénusien, mais surtout, elle prend la première photo du sol vénusien. Il s'agit d'un panorama noir et blanc de 180 degrés. Au centre du panorama, on voit le sol vénusien
Et quand on regarde aux extrémités, on voit l'horizon. C'est une photo d'ailleurs qu'on va reproduire dans le fascicule qui accompagne ce balado. Malgré la couverture nuageuse de 50 km qui enveloppe constamment la planète Vénus, on se demandait quel éclairage il y avait à la surface. Or, ce que la photo permet de voir, c'est qu'il fait sur Vénus à peu près clair comme par un jour nuageux sur Terre, ce qui est actuellement le cas au moment où je vous parle. Mais surtout, à la surprise, on voit sur le sol martien des rochers, des pierres un peu partout autour de la sonde. Or, on ne s'attendait pas de voir des pierres parce qu'on s'imaginait que la pression et l'érosion est telle que le sol n'y aurait pas de pierres. Comme le disait un chercheur associé à la mission, même la Lune ne possède pas ce genre de roches. Nous pensions qu'il ne devait pas y avoir de roches sur Vénus, qu'elle serait toujours anéantie par l'érosion. Ces images nous font donc reconsidérer notre conception de Vénus, ajoute l'expert. 3 jours plus tard, Venera 10 réédite l'exploit de Venera 9, nous transmettant un autre panorama vénusien assez semblable, ainsi que des informations durant 63 minutes. Compte tenu des conditions atroces qui règnent à la surface de Vénus, il s'agit véritablement d'exploits remarquables. En fait, les Soviétiques sont les premiers à nous montrer le paysage d'une autre planète. De la sorte, ils dament encore une fois le pion aux Américains, puisque ceux-ci s'apprêtaient à en faire autant en nous montrant un paysage martien l'été prochain. Conclusion, les espoirs de 1975. Comme on l'espérait au départ, 1975 fut une grande année spatiale, une année charnière, une année au cours de laquelle nous avons appris énormément de choses, notamment les coulisses du programme spatial soviétique. C'est également une année qui donne espoir en l'avenir, espoir que la détente qui s'installe entre les Américains et les Soviétiques permettra à la fois d'apaiser les tensions internationales et aussi de réaliser de grandes choses dans le milieu spatial. Peu à peu, les Russes apprennent à partager avec nous leur réalisation spatiale. Ce faisant, ils nous permettent d'apprécier davantage leur accomplissement et ils nous montrent leur façon originale de faire les choses. Malgré tout, leur manie du secret, encouragée par certains détracteurs américains, persiste. On a cependant de bon espoir qu'avec le temps, ils vont s'ouvrir de plus en plus, on va en apprendre de plus en plus, on va les apprécier de plus en plus. Que nous réserve donc l'année spatiale 1976 ? Côté soviétique, on n'en sait évidemment rien, mais on s'attend à ce qu'ils poursuivent l'occupation de leur station orbitale Salyut 4. Qui sait s'ils ne tenteront pas de battre le record d'endurance américain de 84 jours et quoi d'autre encore ? Côté américain, ceux-ci s'apprêtent à nous faire vivre la palpitante aventure des Vikings. En outre, leur navette spatiale prend forme, si tout va bien, on devrait assister à la sortie d'usine de la première, celle qui doit servir aux essais atmosphériques prévus pour 1977, la fameuse Enterprise. Exactement. Mais comme on le verra, dans le prochain épisode de la conquête de l'espace, les choses ne se passent jamais comme on s'y attend. L'année 76 nous réservera, elle aussi, son lot de surprises. Et voilà qui conclut cet épisode-là. J'espère que vous avez apprécié parce que je pense que dans cette série-là, on raconte une histoire qui est quand même assez palpitante. Et par ailleurs, j'ajouterais que je suis toujours intéressé d'apprendre à vous connaître, à mieux vous connaître, à savoir qui vous êtes, dans quel cadre vous nous écoutez et si vous avez des idées, des suggestions. Ça m'inspire beaucoup. Donc, n'hésitez jamais à communiquer avec nous à l'adresse tout simple qui est baladovde@gmail.com, baladovde@gmail.com. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles et de discuter avec vous parce que j'ai des intéressants entretiens avec certains de vous et ça donne même l'occasion à des auditeurs de participer à un balado comme vous allez le voir la prochaine fois. À la prochaine, Claude. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent, notamment sur Patreon, grâce à qui ce balado continue d'exister. Je vous rappelle que sur la plateforme Patreon, vous pouvez nous aider avec la somme qu'il vous convient et à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados.
Et vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Alors si vous êtes tenté, direction le site patreon.com, rubrique Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier avec Claude Lafleur au contenu, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon à la diffusion. Sur ce et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.